Bonjour tout le monde, enchanté d'être là. Je vais vous parler un peu effectivement de ce qu'on fait et surtout pourquoi on le fait. Il y a une forte connotation transhumaniste derrière qui est complètement assumée et très technophile. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes probablement tous plus ou moins étudiants de Paris Agrotech. Moi j'ai fait ma thèse juste à côté à l'ENS dans la rue d'à côté et c'était en physique et un postdoc en biologie cellulaire à l'Institut Curie. J'ai bougé de 100 mètres quoi. Et après, tout d'un coup, je me suis motivé et j'ai quitté la recherche publique pour aller créer une petite ribambelle de boîtes biotech. Et c'est ce dont on va parler. Pourquoi essayer de repousser les limites de la vie ? La première chose, si on regarde, pour un peu que vous ayez une âme d'aventurier, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, j'espère, un aventurier, ça cherche à repousser les limites. Et ça peut être des limites scientifiques, ça peut être des limites géographiques, philosophiques, ça dépend dans quoi vous mettez votre aventure, des limites poétiques, Baudelaire est un aventurier. Et quand on veut repousser une limite, si on regarde l'histoire de l'humanité, on utilise l'outil de notre temps. Par exemple, en 1400 et des brouettes, on a eu la caravelle, c'était formidable, il y avait un aventurier qui s'est motivé, il s'appelait Christophe Colomb. Tout le monde lui disait que s'il traversait l'océan Atlantique avec sa caravelle, il tomberait, parce qu'évidemment la Terre est plate, mais il s'est quand même lancé. Dans les années 60, on avait un nouvel outil, en 1960, ça s'appelait fusée spatiale. Et là, on a des Yuri Gagarin ou des Neil Armstrong qui se sont amusés à essayer d'atterrir sur la Lune avec des fusées expérimentales. Et bien aujourd'hui, les nouveaux outils dont disposent les aventuriers pour repousser les limites, ce n'est pas des limites géographiques, c'est la limite de l'espérance de vie. Parce que le nouvel outil dont nous disposons aujourd'hui, c'est les outils biotechnologiques. Et il y a une révolution très rapide dans ce domaine-là. C'est pour ça que vous voyez par exemple des entreprises comme Google, qui sont plutôt raisonnables, du moins ils sont plutôt successful entrepreneurialement parlant, qui se mettent à investir 1,5 milliard d'euros pour tuer la mort, arrêter le vieillissement humain. Ou des entreprises, enfin c'est pas une entreprise, ou encore le fondateur de Facebook, qui nous disait il y a quelques mois, je crois que c'était il y a 6 mois, je vais investir personnellement 3 milliards d'euros pour éradiquer toutes les maladies humaines d'ici la fin du siècle. Pour information, ça n'a pas été dit, mais la solution la plus facile pour faire ça, normalement, c'est également arrêter le vieillissement humain. Ça nous arrête à peu près toutes les maladies. Et donc ils le font effectivement parce que c'est des aventuriers. La plupart des CEO successful de la Silicon Valley ont une âme d'aventurier, mais aussi parce que peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est réellement possible d'y arriver. Et donc du coup, pour eux, c'est peut-être également un investissement assez rentable. J'entends par là que la plupart des gens, enfin du moins certaines personnes, seront prêts à payer très cher pour ne plus mourir. On peut au moins noter 3 outils qui ont vraiment tout changé. Le premier outil, c'est le Big Data génétique, la possibilité de séquencer, depuis une dizaine d'années, et ça a été le cas, des millions de génomes humains pour à peu près 1 000 €. Et ça, d'avoir l'information génétique de millions de personnes, ça nous permet, avec des intelligences artificielles adéquates, de faire le lien entre chaque gène, chaque maladie et l'espérance de vie de chaque patient. À ça, on l'a couplé, quand je dis on, c'est la communauté scientifique, ce n'est pas moi qui fais tout. On a couplé un deuxième outil qui connaît un gros boom ces derniers temps, qui sont les thérapies géniques. Thérapie génique, ça consiste, les technologies marchent un peu, du moins pour les monogènes, à venir désactiver un gène dans votre code génétique et puis le remplacer par un autre gène, plus ou moins fonctionnel, en fonction de la réussite du chercheur. Et un troisième outil biotechnologique, pour citer que cela, les humains sur puce, c'est-à-dire cultiver des cellules humaines correctement organisées sous forme de multi-organes pour pouvoir aller tester des millions de drogues simultanément, sans passer par des tests sur animaux, sans passer sur des tests sur les êtres humains, ou du moins arriver à sélectionner très rapidement. Et c'est la somme de tous ces outils biotechnologiques, il y en a bien d'autres, qui donnent pour la première fois une chance d'arriver à ralentir, voire même d'arrêter le vieillissement humain dans les décennies à venir. C'est pour ça qu'autant de gens s'y lancent. Coup de chance pour moi, c'est qu'on est également la première génération où les aventuriers peuvent vivre plus vieux que les casaniers. Et ça, c'est quand même une grosse chance, parce que du coup, je compte bien en profiter longtemps. Alors nous, on a une seule cause, elle est simple, c'est donner le choix le plus rapidement possible à chaque être humain de vieillir ou de ne pas vieillir, de vivre ou de mourir. D'accélérer tous les projets de recherche, toutes les initiatives qui, à notre sens, pourraient faire naître ces technologies le plus vite possible. Alors pourquoi ? C'est un parti pris, il est fort. Il est que c'est aujourd'hui dans les laboratoires de recherche, de ce qui se fait aujourd'hui, qu'on pourra dans 20, 30,
40 ans, décider de vieillir ou de ne pas vieillir pour un individu donné. Et on a décidé de ne pas leur enlever cette liberté. Et donc, du coup, on accélère toutes les recherches dans le domaine. Personnellement, à chaque fois que je vois un projet, une initiative, un projet de recherche, quel qu'il soit de Google ou pas, si je pense qu'il va dans le bon sens, je vais tout faire pour les aider. Je n'ai pas de concurrent. Être un acteur insignifiant, un acteur déterminant, mineur ou majeur, ça compte assez peu. Le plus important pour nous, ce n'est pas de savoir si on aura des milliards ou un prix Nobel dans la poche. On souhaite que quelqu'un ait des milliards ou un prix Nobel dans la poche pour avoir offert à l'humanité le fait d'arrêter de vieillir. Et si ça arrive, c'est ça qui nous rendra heureux. Pas plus d'argent, pas plus de gloire. J'étais en thèse, en fait, comme je vous disais, à l'ENS, à côté, je travaillais avec un laboratoire à Philadelphie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un outil de recherche pour eux. Le mec était loin d'être bête, et quand je suis arrivé là-bas à Philadelphie, il a utilisé cet outil de recherche, et en 15 jours, il a eu plus de résultats que pendant ses 2 années de recherche précédentes. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, à quoi ça sert? Peut-être qu'il est plus efficace d'aider un grand cerveau que d'être un grand cerveau. Surtout que c'est super dur d'être un grand cerveau. J'ai essayé, c'était pas tip-top, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, allons-y pour les outils de recherche, parce que si je regarde l'histoire de la science, chaque grande découverte, presque toutes, il y a quand même des contre-exemples, a été la rencontre entre un grand cerveau et un outil de recherche. Pasteur était loin d'être bête. Par contre, il avait également le premier microscope qui permettait de voir des bactéries. Ça aide pour découvrir des bactéries. Juste pour citer ça. On prend Newton. Alors lui, il était très très loin d'être bête. Il paraît un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, mais il avait également le meilleur télescope de son époque. Et ça aussi, ça compte. Après, il y a des contre-exemples, comme Einstein. Bon, mais lui, juste avec son cerveau, il a réussi. On ne l'aidera pas, parce qu'on ne peut rien faire pour lui. Et donc, du coup, la question qu'on s'est posée, c'est pour ça que j'ai quitté la recherche, entre autres, c'est au lieu d'équiper un cerveau, si on montait des entreprises qui développaient des outils de recherche sur les thématiques qui faisaient sens pour équiper 10 000 cerveaux, changer les recherches de 10 000 pasteurs, avoir un impact réellement signifiant sur la science d'aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on s'est lancé avec 2 autres amis thésards. On était thésards en microfluidique, miniaturisation des écoulements de liquide dans des microcanaux. Pourquoi ? Qu'on le comprenne, c'est que la microfluidique, grosso modo, c'est une technologie qui nous permet de miniaturiser tout ce qu'on fait dans un laboratoire d'analyse, ou dans un hôpital, ou dans un laboratoire de recherche, sur une petite puce. Et donc de paralléliser toutes les manips, d'en réduire le coût. Donc une sorte de technologie clé pour la révolution biotechnologique. Du coup, on a monté une boîte de microfluidique, d'instruments scientifiques en microfluidique. Alors je vais vous passer les histoires de business plan, mais on a essayé de ne pas faire de levée de fonds, d'y aller à la dure, ambiance barbare. Ça s'est bien passé. 2 ans et demi après, on était devenus les plus gros fabricants d'instruments microfluidiques au monde, donc on était contents. Ça nous a fait gagner de l'argent, donc ça a marché, donne. Mais surtout, ça nous a mis en contact avec tous les meilleurs laboratoires de microfluidique au monde. Et ça a tout changé. Parce que du coup, on a commencé à faire de la recherche, puis on a commencé à créer d'autres startups d'instrumentation scientifique, puis encore plus de projets de recherche. Là, il y en avait une 12aine de projets de recherche en 2016, jusqu'à arriver en 2017, l'année dernière, où on a encore doublé le nombre de projets de recherche, on en a 24 maintenant. On a créé 5 nouvelles boîtes. On en a même une, grâce à BPI, qui est en haut à droite là-bas, qui a réussi à obtenir 15 millions d'euros de l'État français pour son test de diagnostic, grosso modo quelque chose qui vous permet, lorsque vous allez au docteur, de savoir en 10 minutes quel virus vous avez, quelle bactérie, quelle antibiorésistance, ce qui évite de spéculer sur le fait que vous avez telle angine ou telle grippe. Alors pourquoi on a fait ça ? C'est assez simple. C'est parce que personnellement, je suis convaincu qu'une révolution très rapide est en cours dans le domaine des biotechnologies. Alors pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a créé autant de boîtes en France ? Parce que ça paraît bizarre pour les gens. On décide de créer une ribambelle de boîtes en France, ici. Et en fait, comme je vous le disais, je suis persuadé qu'une révolution très rapide est en cours dans le domaine des biotechnologies. Ils l'ont bien compris dans la Silicon Valley d'ailleurs. Et j'aimerais bien que cette fois-ci, mon pays en fasse partie. Parce qu'on s'est quand même sérieusement planté sur la révolution technologique précédente, c'est quand on a proposé Minitel contre Internet. C'était wrong way, quoi, ça ne marchait pas du tout. Et du coup, ce qu'on s'est dit, allons essayer de créer une foule d'entreprises en France dans ce domaine. Et pourquoi en France ? Parce que les gens ne s'en aperçoivent pas. Mais la France, aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs pays pour monter une boîte innovante. On a des super ingénieurs, on a des super labos, on a une fiscalité d'innovation et des aides, mais comme on n'a nulle part ailleurs.
Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, et c'est pour ça aussi que je suis là, ici, aujourd'hui, c'est pour vous dire, le momentum est parfait pour créer une boîte technologique en France. C'est juste formidable. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours me contacter, on ira boire un café, je vous en parlerai. C'est assez formidable. Mais également une synergie européenne. Je voulais quand même en parler, c'est-à-dire on crée des boîtes en France, mais également, si on regarde au niveau européen, la Silicon Valley, qui est à fond dans la révolution biotechnologique, utilise toutes les recherches issues de Harvard, du Waste Institute, du MIT. Par contre, la plupart des laboratoires de recherche européens, la plupart des cerveaux qu'on a, sont sous-utilisés par toutes ces démarches entrepreneuriales. La plupart des choses qui se passent en Europe, finalement, ne sont pas traduites en termes d'avantages marché, de nouveaux produits, de nouveaux instruments. Et bien, du coup, nous, on a décidé de remettre tous ces laboratoires, tous ces projets de recherche, tous ces cerveaux en jeu. D'autant plus que l'Union européenne, quand même, a un programme qui s'appelle Horizon 2020 pour financer la recherche. Rien que dans le domaine de la santé, c'est 7 milliards d'euros. Et ça serait bien qu'on ait 7 milliards d'euros bien investis. J'entends par là 7 milliards d'euros qui produisent quelque chose pour la société civile. Vivre plus longtemps en très bonne santé, par exemple. Ça, c'est plutôt mon dada. Alors les gens me disent, en tout cas on me dit souvent, bah ok, toi t'es gentil Guillaume, mais toi t'as juste des millions à investir, et eux en face, dans la Silicon Valley, ils ont des milliards. Mais c'est pour ça qu'on fait ça en Europe. Je ne sais pas si vous connaissez Archimède, un jour il a dit un truc du genre « Donnez-moi un point d'appui et un levier suffisamment grand et je soulèverai la Terre ». Et bien en fait, effectivement, nous on a peut-être la force de quelques millions, ce qui est une absolue broutille, vous pouvez me croire, dans le monde de la recherche. Mais par contre, avec le levier de l'Union européenne, si on arrive avec des instruments scientifiques, comme on l'a fait, à accélérer des projets de recherche financés à coups de milliards, tout d'un coup, on peut se permettre de commencer à changer certains domaines scientifiques, mais dans leur globalité. Et c'est ça l'effet levier, c'est pour ça qu'on crée nos entreprises en France et en Europe. C'est pour donner de la force à ces milliards investis dans le cadre du projet Horizon 2020. La plus petite entreprise que j'ai, qui est ma préférée, elle n'a pas de business model, elle fait que perdre de l'argent, et pour cause, parce qu'il n'y a aucun moyen d'en faire rentrer dedans, c'est Long Long Life. Alors Long Long Life, c'est quelque chose d'assez simple, c'est un site d'information scientifique qui met à jour depuis à peu près 6 mois toutes les recherches réalisées dans le domaine de la lutte contre le vieillissement et essaye de les fournir au grand public de manière pédagogique, en français comme en anglais. Alors pourquoi Long Long Life ? Pour une bonne raison, que personnellement je suis convaincu que seulement 2 types de personnes profiteront à plein de tous les progrès faits dans la lutte contre le vieillissement. Les gens extrêmement riches et les gens extrêmement informés. Donc du coup, on a décidé d'extrêmement informer les gens. On fait ça déjà en mettant sur notre site, par exemple, des fiches molécules. C'est-à-dire on va étudier chacune des molécules existantes avec les différents niveaux et expliquer le risque, le gain en termes d'espérance de vie, ce genre de choses, pour que chacun puisse décider, en connaissance de cause, de se traiter ou de ne pas se traiter. Parce qu'il existe déjà des traitements. Vous pouvez peut-être gagner 20, 30 ans d'espérance de vie en bonne santé avec les traitements actuels. Avec les traitements du futur, peut-être que vous en gagnerez pendant ces 30 ans 50, puis 70, puis 100, puis 200. Ce qu'on appelle la vitesse d'extraction du vieillissement. Mais pour sûr, ceux qui pourront en profiter, si certains d'entre vous peuvent en profiter, ce sont des gens qui auront commencé très tôt. Et pour ça, ils ont besoin d'une bonne information. On fournit également, du moins à partir du mois prochain, des informations sur la mesure du vieillissement. J'entends par là que, comme on dit souvent, tout ce qui se mesure s'améliore, que chacun puisse savoir, à partir de ses analyses sanguines, de son code génétique, de tout ce qu'on veut, puisse avoir un point de vue sur ce qu'il est en train de faire fonctionne dans le cadre de son propre organisme. C'est quelque chose d'important parce que si les gens se traitent et n'arrivent pas à mesurer les effets du traitement, il risque d'y avoir beaucoup de gens qui se traitent, on va dire, de manière contre-productive. Comme je suis en train de faire ici, on fait aussi de la communication auprès du grand public pour essayer non pas de convaincre les gens que lutter contre le vieillissement c'est forcément bien ou pas bien ou quoi que ce soit, juste pour les informer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que c'est possible. Et certaines personnes, j'espère, comprendront ou seront d'accord avec moi sur le fait que est-ce qu'on préfère vivre plus longtemps en bonne santé, vraiment plus longtemps, vraiment en meilleure santé, ou avoir une nouvelle technologie 5G, par exemple sur son smartphone ? Pour moi, le choix a été vite fait. Il est hors de question que je développe un smartphone. Et donc du coup, je communique auprès du grand public sur ce qui est en train de se passer au niveau de la science pour faire en sorte que les gens, que cela intéresse, en parlent autour d'eux. Et que petit à petit, à force d'en entendre parler autour d'eux, les hommes politiques se disent « Ah, il se passe un truc en fait. Si j'arrêtais de financer des technologies comme la 5G, et j'allais plutôt financer le fait d'essayer de faire vivre tout le monde 300 ans, par exemple. »
Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir tous les laboratoires qui font du vieillissement de près ou de loin au niveau européen et on monte des consortiums de recherche européens pour que les gens, les chercheurs, aient été organisés, pour pouvoir demander plus d'argent tous ensemble avec des projets qui vont quelque part. Et notre dernière activité, mais qu'on n'a pas encore lancée parce que alors, je suis très très loin d'être un juriste, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, c'est fournir un service de métrologie gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens puissent rentrer sur le site, leurs données médicales, leur code génétique, leurs analyses sanguines, et qu'une intelligence artificielle derrière, du moins un programme, leur dise bon, de notre point de vue, tu en es là sur tes cellules souches, là-dessus, là-dessous. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça s'appelle, l'exercice illégal de la médecine ou du diagnostic, c'est 20 ans de tôle. Donc du coup, tant qu'on a... Je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire, hein. Mais tant qu'on n'a pas trouvé une solution juridique, on le met en stand-by. Mais je considère que c'est quelque chose qui serait vraiment très utile, pour 2 raisons. La première raison, c'est que comme le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie, il est assez dur de faire des tests cliniques dessus. Donc du coup, on n'a quasiment aucune donnée sur les traitements qui marchent et les traitements qui ne marchent pas en fonction des individus. Du coup, ça, c'est vraiment pas pratique pour faire avancer la science. Et la deuxième raison, c'est que j'aimerais bien que tout un chacun, et pas juste quelques millionnaires dans la Silicon Valley, ou mes associés, puissent avoir accès à cette métrologie, puissent avoir accès au fait de savoir si ce qu'ils sont en train de faire les fait vieillir, les rajeunit ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, ce type de métrologie, ce type de mesure est uniquement disponible pour quelques initiés, les gros passionnés geeks dans mon genre et les millionnaires de la Silicon Valley. Donc le jour où j'ai trouvé une solution juridique, service de métrologie gratuit pour tout le monde. Et la prochaine étape, alors là j'ai repris le slide d'un de mes associés que j'ai juste de recruter sur ma boîte principale, c'est move on from shooting firework to launching a fucking rocket. J'entends par là, monter encore plus de boîtes, faire des projets qui font encore plus de sens, aller toujours plus loin, c'est-à-dire vraiment continuer cette croissance exponentielle et toujours dans le même but. Bon, on ne ferait pas changer d'avis, sachez-le. Mais j'espère que vous en savez un peu plus. C'est terminé les petits loups.